toutes et à tous, bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de Next.js et des technologies autour de React. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui font du React ou du Next? Ouais. Vous faites du... Non? Ok. Bon, le public, je ne sais pas trop. Mais bon, on va expliquer quand même. Donc, React aujourd'hui, quand on fait une application React, donc un site, et qu'on veut l'héberger, on a la manière un peu simple et traditionnelle. On regarde la documentation React, on va se lancer, on va faire un create React app qui est le truc par défaut. Ça va nous donner ce qu'on appelle une application client only, donc en client side rendering, CSR. Et on va pouvoir l'héberger sur un serveur, par exemple, à l'ancienne. Donc on va configurer notre serveur, on va le maintenir, etc. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits défauts. Déjà, au niveau de l'application, on va avoir un truc qui se charge uniquement, qui s'affiche quand le JavaScript est chargé, donc ce qui n'est pas terrible en termes d'expérience utilisateur et de référencement. Même si dans certains cas, si vous voulez faire une admin ou des choses comme ça, c'est pas forcément gênant. Et puis un serveur, ça veut dire maintenir un serveur, problème de sécurité, problème de scalabilité, tout ça. Après, on peut héberger ça sur un cloud, mais c'est pareil, il faut connaître un petit peu, il faut configurer, il faut être DevOps, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même un peu une complexité. Du coup, pour pallier à tout ça, il y a des acteurs du marché qui ont développé des solutions un peu clés en main sur toute la chaîne, à savoir des ensembles framework plus plateforme. Donc là, on va prendre le cas de React. On a deux acteurs principaux qui sont Gatsby et Vercel. Gatsby va proposer donc un framework qui s'appelle Gatsby.js et une plateforme qui s'appelle Gatsby Cloud. Et Vercel propose un framework qui s'appelle Next.js sur une plateforme qui s'appelle Vercel. Et ces solutions permettent vraiment de tout faire. Donc d'avoir un framework entier de développement React avec la gestion du routage, les différentes pages, avec le code splitting, pour que quand on arrive sur une certaine page, on a uniquement le JavaScript qui concerne cette page qui est chargé, et que quand on navigue, ça charge les éventuels morceaux de JavaScript qui sont nécessaires aux autres pages. Donc tout ça, en gros, c'est des configurations Webpack déjà aux petits oignons intégrés dans le framework. On a d'autres choses, on a tout ce qui est transpilation directement configurée aussi, TypeScript intégré, donc TypeScript surtout en Next, pas trop en Gatsby. Et puis après, c'est des plateformes, donc ça c'est la partie framework, et la plateforme en elle-même, elle intègre aussi tout ce qu'on aime bien en intégration continue, donc ça permet, voilà, on pousse notre code, ça va builder, on va avoir un retour sur le build. Quand le build est bon, les tests sont bons, ça va mettre une version en ligne, brancher le domaine qui va bien sur la version qui est publiée. Le tout va être hébergé par voilà, un des deux acteurs, on va avoir l'hébergement inclus. Voilà, en fait, on a une plateforme intégrée. On a même des petits bonus donc dans les deux frameworks. Donc, par exemple, la gestion des images qui va permettre de générer en fait un élément image du DOM qui contient le RCRC7 avec toutes les tailles, les URL qui vont bien. Et puis du côté hébergement, le proxy qui va donner les tailles, qui va donner les images aux bonnes tailles en fonction de la demande. Donc on a ces petits composants-là. On a des Edge Functions qui permettent de faire des API directement sur Vercel ou Next. Et puis des petites choses comme la config ou les middleware qui permettent de directement modifier, par exemple, je sais pas, les redirections, la config de tout ce qui est serveur, quoi. Et ces frameworks-là amènent une chose assez nouvelle qui est ce que je vais développer plus tard, la partie hybride. Donc parce qu'on peut faire aujourd'hui du SSG, du SSR, du SWR, du SR, etc. Je vais vous rappeler un peu les acronymes. Donc SPA, Single Page Application, c'est ce que je disais au début, c'est une application React simple où en fait on build et on a l'ensemble de l'application qui est chargée dès le début, dès qu'on arrive. Donc ça c'est la manière classique et facile. Et qui permet de rendre l'application en CSR, Client Side Rendering. Donc on a l'application qui n'est chargée que quand le JS est chargé, donc voilà, côté client. Après on a le SSR, c'est Server Side Rendering, ça permet de pré-générer l'application côté serveur et du coup d'envoyer au client le HTML généré et puis le client prend la main. SWR, ça c'est une technique de cache qui permet de donner une version cachée tout en recréant la version en arrière-plan. SSG, Static Site Generator, donc c'est un peu l'inverse de SSR, on pré-génère le site. Et ISR, c'est un peu plus récent, c'est l'Incremental Static Regeneration, je vais revenir dessus.
Je vous refais un petit historique quand même pourquoi on est arrivé jusque-là. C'est qu'au début, on avait le HTML. Le HTML, c'est simple, on écrit du code, on le met sur un serveur, c'est un fichier, une page, voilà, on clique, ça charge un autre fichier. C'est tout le côté serveur, c'est statique, c'est simple et efficace. JavaScript est ensuite arrivé et ça a permis de faire un petit peu de fun, un petit peu d'interactivité. On va cliquer là, ça va faire ouvrir un truc, machin. Bon, voilà, ça a ajouté une petite touche de fun dans les pages. Ensuite, PHP est arrivé. PHP, il s'est dit, bon, bah, c'est quand même dommage de faire des fichiers HTML où on répète plein de morceaux, où on fait des trucs très statiques, on ne peut pas calculer des trucs. Donc, ça a été les débuts de la génération de HTML côté serveur. Donc, on a pu réutiliser des bouts de code, ça s'est développé et tout. Ensuite, côté JavaScript, ça s'est développé aussi. On est arrivé sur des librairies comme jQuery et MooTools qui permettent de faire des trucs un peu plus poussés. Là, on a carrément pu générer des morceaux de pages, modifier des trucs et tout. Voilà, c'était l'avènement de JavaScript via des librairies qui permettaient aussi de pallier aux défauts de JavaScript au passage. Parce que JavaScript est loin d'être parfait, n'est-ce pas? Ensuite, avec l'avènement de tout ça, est arrivé le premier framework SPA connu qui est Angular, donc qui a démocratisé la possibilité de faire des sites uniquement en dynamique en JavaScript, c'est-à-dire qu'on passe d'une page à l'autre en JavaScript, on a du data binding, c'était du dual-side data binding. Bon, ça reste du client-side rendering, mais ça permettait de faire des trucs un peu plus sympas. Après, Node est arrivé, enfin même, je dirais la même année, et Node a permis pour la première fois de faire du JavaScript côté serveur. JavaScript au début c'était un petit langage pour bidouiller, puis d'un coup c'est devenu vraiment un truc de plus en plus utilisé. Donc on s'est dit pourquoi pas côté serveur, et puis ça permet d'avoir du JavaScript des deux côtés. Et React, quelques années plus tard, est arrivé. Et React, quand il est arrivé, il a proposé React côté client, mais aussi côté serveur via Node. Donc Node a permis à React de faire du SSR en générant, avec le même code React, la page initiale en HTML. Et quand l'application React se chargeait, elle prenait la main sur le HTML. Next est arrivé quelques années plus tard et a proposé un framework React, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste React qui est une librairie de vue, Next est arrivé un peu à la Angular en mode, voilà, nous on fait pas que la librairie de vue, on fait aussi le routage, etc. On gère aussi le SSR avec des trucs un peu plus sympas, intégrés et tout. Et puis il y a eu leur plateforme qui est arrivée. Gatsby qui est arrivé juste après, qui avait une doctrine un peu différente, ils se sont dit, nous, ça serait cool qu'on fasse du SSG, c'est-à-dire qu'on permette aux gens de pré-générer tout leur site. Et du coup, ils l'hébergent où ils veulent, c'est du statique, c'est des fichiers HTML, ils les mettent sur un CDN, il n'y a pas besoin d'avoir un hébergement spécial, pas besoin de SSR. Donc ils ont eu de la popularité grâce au côté statique. Et puis ensuite est arrivé Remix, donc là je ne vais pas trop détailler aujourd'hui, mais Remix c'est un framework assez récent qui remet le SSR à la mode, mais dans des manières un peu plus simples, avec moins de JavaScript côté client et tout ça. Donc très intéressant aussi. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un certain succès de ces frameworks-là, en particulier Next qui a vraiment pris le dessus il y a 2 ans. Moi j'ai fait du Gatsby depuis 5-6 ans et c'était cool. Et après, ça a perdu en puissance parce que Vercel déjà a mis beaucoup d'investissement dans le développement de leur framework et de leur plateforme. Et puis aussi, à l'usage, en fait, c'est plus simple et plus pratique. Et le côté SSR, puis maintenant SSG, puisqu'ils font aussi du statique Next, a permis aux gens de faire un peu ce qu'ils voulaient avec un framework simple et modulaire. Et voilà. Et ensuite, on arrive à ce fameux hybride. Hybride, c'est ce que je trouve chouette aujourd'hui, c'est que dans ce framework-là, donc là, on se concentre sur Next, hein, on nous laisse le choix, même par page, en fait, de faire du statique, du SSR, ce qu'on veut. Et on se dit, allez, telle page-là, elle est vraiment compliquée, elle dépend du moment du visiteur, on va la générer en fonction de la requête, donc côté serveur. Donc on va en fait exporter sur notre page une fonction getServerSideProps, pour dire comment on doit générer en fonction de ce on fait nos petites requêtes dans la fonction et on retourne les props qu'on veut et ça va générer ça va générer côté serveur la page en fonction de la requête entrante. Donc on peut rajouter du cache pour éviter d'être surchargé, on peut rajouter des caches de type smaxage ou stale while revalidate, des choses comme ça. Ou alors on peut avoir aussi des pages beaucoup plus statiques, des pages qui ne bougent pas. Voilà, une page à propos, ce qu'on veut. Et là, il suffit d'exporter getStaticProps. Ça sera du coup chargé non pas à la requête, mais au build. Le build de Next va appeler getStaticProps et les props vont permettre de générer la page en amont. Mais les pages statiques auront aussi accès à une API Revalidate qui permettra en fait
soit après un certain temps, par exemple toutes les minutes ou toutes les heures, soit à l'appel d'une API, de régénérer la page, juste cette page-là, à la demande. Ça, c'est ça le petit détail intéressant, c'est qu'on va avoir des pages statiques, mais qu'on peut, à la demande, régénérer. Et du coup, on se dit, mais voilà, si on a du cache sur les SSR et si on peut régénérer des pages SSG, qu'est-ce que ça change au final l'une ou l'autre? En pratique, pour beaucoup de gens, pas grand-chose. Là, j'ai détaillé un peu les différences selon moi, mais en vrai, c'est un peu flou. C'est-à-dire que bon, le SSR, c'est des pages qui sont générées en fonction de la requête, mais comme on met du cache, donc MaxEdge, SWR, etc., avec un certain timeout, voilà, elles seront quand même régénérées tous les temps de temps. Donc c'est quand même pratique pour, si on veut éviter de lancer un build pour ces pages-là, si elles ont beaucoup de contenu dynamique, ou si on veut même pas mettre de cache du tout, ou très peu de cache, ça permet d'avoir des pages qui évoluent en fonction du moment, en fonction du visiteur, etc. Alors que le SSG, c'est plus pour des pages vraiment statiques. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est quand on a un CMS, on peut brancher voilà, un bouton du CMS sur l'API revalidate de telle ou telle page. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le site du Bikini, où vous avez une page événement. Quand le Bikini, ils vont sur leur CMS, ils modifient la page de l'événement et qu'ils appuient sur enregistrer, ça appelle l'API revalidate de la page en question, et puis d'une ou deux pages liées, pour rebuilder que ces pages-là. Et ça permet de ne pas avoir à faire du cache avec uniquement un timeout, et donc du coup régénérer pour rien, ou alors pas assez souvent à l'inverse. Et là, on régénère vraiment quand ça change, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Après, voilà, j'ai essayé de citer aussi les petits défauts de tout ça, parce que c'est pas parfait. Dans les deux cas, il y a tout ce processus d'hydratation du DOM où en fait on a une page qui est envoyée au client, qui est pré-générée en HTML, mais qui ensuite est remplacée, enfin pas remplacée, mais en fait React se charge, l'application React se charge, elle va recalculer le virtual DOM correspondant et elle va se brancher sur ce qui a été envoyé par le serveur, qui normalement doit être exactement la même chose, la réconciliation doit être parfaite, mais des fois il peut y avoir des bugs. Et d'ailleurs, cette réhydratation du DOM et cette prise de contrôle de React demande un petit peu de puissance de calcul. Donc ça peut avoir un petit effet sur les performances de la page, surtout si on a un terminal ancien. Pareil, si on a un mauvais réseau, ben voilà, l'application ne va pas être instantanément réactive. Ou alors si on change de page, ça va charger un bundle peut-être un peu lentement. Donc les gens ils vont cliquer sur un lien, ça va peut-être mettre 1 ou 2 secondes à réagir. Donc ça peut avoir des petits problèmes dans des endroits un petit peu difficiles. Et puis après, tout ce JavaScript qui est chargé, React, les librairies, tout ça, ça pèse. Et qui dit poids en kilo-octets, etc., dit bande passante, dit coût, dit chargement lent. Ça, voilà. C'est pas idéal. Petit clin d'œil à Remix qui essaye de résoudre ça à sa manière en faisant des choses justement plus simples, où en fait ils envoient moins de JavaScript, voire pas de JavaScript du tout selon les cas, avec des formulaires qui sont traités côté serveur, etc. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, c'est un exemple de page React, c'est du Next, j'avais trouvé un exemple. On voit bien que même si elle est jolie, elle est interactive, elle marche bien, elle est moderne, bizarrement, on a des performances pas ouf. Donc là, il y a plein d'indices, c'est des indices Lighthouse, vous pourrez regarder, mais ça donne pas mal d'infos sur la performance, surtout initiale de la page, quand on arrive. Donc voilà, le time to interactive, etc. Tout ce qui est paint aussi, comment la page est renderée. Oula, je fais des anglicismes. Là, on a un petit exemple aussi de composant que je trouve sympa sur Next, mais qui peut être un piège, c'est le composant image. Donc image, en fait, Next Image, ça permet d'avoir voilà, notre JSX très simple, où on dit je cherche telle image, je veux telle dimension, hop, et puis c'est magique, ça l'affiche. En fait, par derrière, ça va appeler /_next/image qui est le proxy en fait, qui va générer à la volée l'image dans la dimension souhaitée, donc, parce que l'URL est créée dynamiquement par Next. Mais voilà, si on a des problèmes de coût sur des composants comme celui-là, hop, on utilise dans ce cas présent le loader de Next pour dire voilà, les images elles sont chargées sur telle URL, voilà, l'attribut with il va aller sur l'URL dans W égale, des choses comme ça. D'ailleurs, ça c'est un exemple de la documentation officielle de Next. Et puis voilà, on voit que Next aussi c'est un pricing voilà, qui peut convenir ou qui peut ne pas convenir. Là, j'ai pris capture d'écran de leur pricing sur leur site. On voit, voilà, il y a une offre gratuite, mais comme il y a aussi une offre enterprise avec beaucoup plus de choses, il n'y a même pas de prix parce que voilà, ça peut très vite grossir. Puis on voit dans les détails, bon là, il n'y a que 4 points, mais en réalité, il y a beaucoup plus de choses.
Parce que en fait, on va avoir des quotas sur plein de choses. On va avoir des quotas sur la bande passante, on va avoir des quotas sur le temps d'exécution ou le nombre d'exécutions des head functions. On va avoir plein de quotas comme ça, et en fonction de notre usage, il y a des gens pour qui il y a des sites qui n'ont pas besoin de beaucoup d'usage de bande passante ou de beaucoup d'usage de functions, et qui vont pouvoir rester sur un plan gratuit ou pas cher, et d'autres qui sont plus chers. Alors là, j'ai mis des petits exemples. Là, un premier exemple, imaginez, vous avez un site fort trafic, mais statique. Je sais pas, moi, un site vitrine ou un site avec peu de contenu qui change, avec un CMS et tout. Ça peut revenir très peu cher, hein, parce que bon, bah, vous avez votre CMS, ça coûte quelques euros, vous avez Vercel en version gratuite, vous pouvez rajouter Cloudflare devant si vous voulez un peu économiser des requêtes et de la bande passante en utilisant leur version gratuite, parce que bon, Cloudflare, c'est bande passante illimitée, je sais pas si les gens savent, mais c'est quand même sympa comme truc. Et puis voilà, au niveau des nombres de requêtes, des images, des exécutions de serverless, on est large sur un site assez statique. Puis voilà, vous rajoutez vos autres services divers et variés, mailing, etc. Vous pouvez vous en tirer pour quelques dizaines d'euros par mois. Et à côté de ça, un autre exemple, un site qui a un peu le même trafic, mais qui est beaucoup plus dynamique, qui va faire du calcul avec des API, etc., avec une base de données un peu complexe, un peu grosse, bah, vous pouvez vite monter dans les prix. Hein. Là, bon, là c'est vraiment un exemple, mais voilà, si vous avez Vercel Enterprise, ça peut vous coûter plusieurs milliers d'euros par mois. Les SaaS, pareil, si vous envoyez beaucoup de mails, les mails, ça monte vite. Vous avez une question ? Mais en fait, de plusieurs choses. C'est le coût global d'hébergement d'un site. Enfin, d'un site et de ses services, parce que là, les SaaS, c'est pas que le site. Donc là, il va y avoir l'hébergement de la base de données, l'hébergement des fichiers en eux-mêmes du site. Hein, donc Vercel, c'est l'hébergeur. Les SaaS, bon, voilà, ça va être l'hébergement des traductions du site, par exemple, du moteur de recherche. Donc, je sais pas, par exemple, vous prenez Algolia, ça va être 30 euros par mois. Le mailing, bah, ça dépend du nombre de mails ou de destinataires. Enfin, voilà, ça peut monter. Voilà, on a un exemple. Mais ça dépend aussi de... Bon, je vais en parler après, mais voilà, là, par exemple, on se dit, bon, notre site, ça coûte 8 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait ? On dépense beaucoup en hébergement, on dépense beaucoup dans plein de services. Est-ce qu'on ne recruterait pas quelqu'un qui nous mettrait tout ça sur un service moins cher, mais moins magique ? On pense à AWS quand on est chez Vercel, parce que Vercel, en réalité, le service qu'ils fournissent, c'est une surcouche d'AWS, tout simplement. Donc on se dit, on pourrait faire comme eux, ce qui est une bonne idée, mais bon, vous allez retomber sur, par exemple, 1 000 euros par mois au lieu de 4 000. Vous allez baisser tous les coûts, vous allez avoir une nouvelle recrue qui vous coûte, par exemple, 9 000 euros par mois, vous arrivez à 12 000 euros par mois, vous vous dites, c'est plus cher. Ok, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ça dépend, parce que en fait, si votre entreprise elle est en croissance et que vous avez de plus en plus de trafic, par exemple, ou de services qui se construisent, eh ben, vous allez pouvoir amortir ça, parce que vos autres services AWS, les SaaS et tout, ils vont augmenter lentement. Alors que si vous avez un business qui est assez stable vos services n'ont pas beaucoup évolué, bah, ça peut valoir le coup de rester sur ces services un peu magiques, de ne pas avoir à faire de l'infogérance, de ne pas avoir à faire de DevOps. Et du coup, vous allez peut-être rester stable, mais si votre business explose, vous allez passer de... Bon, là, c'est un exemple, encore une fois, mais peut-être de 12 000 à 15 000 euros, au lieu de 8 000 à 20 000 euros, si vous ne faites pas quelque chose pour votre infrastructure. Donc, c'est vraiment variable en fonction du business, quand même. Et voilà. Je suis pas mal dans les temps, c'est bon. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. J'ai l'impression d'avoir parlé un peu vite, mais... bah ouais, si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être des questions ici, là, dans le chat. Vous employez React, Next, juste pour quel type de contenu finalement, par exemple, plus des CRM qu'avec une vraie application? Bah, ça peut être... En fait, Next... Ah oui, pardon. Oui, alors du coup, dans quel cadre on utilise React et Next ? Est-ce que c'est pour des sites et tout, pour des applications ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on peut utiliser Next pour tout, même pour une petite application admin, comme pour un gros site à fort trafic. Next, c'est quand même un framework qui est assez modulaire et on peut très facilement démarrer un projet, mais en même temps, on peut aussi grossir sur de l'infrastructure industrielle. Voilà. Bon, après, ça reste des sites en JavaScript React. Donc pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs JavaScript, beaucoup de développeurs React. Ça permet tout simplement d'avoir de la manœuvre, hein, parce que sinon, on peut faire des sites dans des super technologies, s'il n'y a personne pour les développer, ça ne sert à rien. Donc Next permet, je trouve, de faire un peu toutes les tailles de sites et d'applications, quoi. Ouais.
Ben ouais, chez Shotgun, nous on utilise Next et Vercel parce que ça correspond à notre besoin. C'est une petite boîte, une petite start-up qui du coup n'a pas eu les moyens d'embaucher directement un DevOps, un DBA, un DevSec, etc. Et du coup ils sont partis sur des solutions Vercel parce que voilà, en payant un peu plus, on avait directement toute l'infogérance, le monitoring, les services, les edge functions, les API, etc. quoi. Donc là, on est en train de changer progressivement parce que la boîte grossit, mais c'est pour ça qu'on a ce genre de questionnement. On se dit, combien ça va nous coûter d'embaucher par exemple 2 personnes? Est-ce que sur le long terme c'est rentable? Et ça dépend beaucoup de la croissance. Bon, dans notre cas, c'est rentable, mais voilà, il faut se poser la question, quoi. Justement, sur les embauches, React, pas forcément bien compris, bien pratiqué. Donc sur les embauches, est-ce que React est bien compris? Est-ce qu'on trouve des gens qui sont OK avec React? Je répète du coup. En fait, React, il y a pas mal de développeurs. Alors après, il y a quand même de toute façon une pénurie de développeurs, quelle que soit la technologie. Dans tous les cas, c'est la galère de recruter. Nous, on recrute actuellement, on a un peu du mal. Mais React est quand même la librairie la plus utilisée en JavaScript pour faire du web. Même du mobile d'ailleurs aussi, puisqu'on fait du React Native. Chez nous, on fait donc des applications mobiles en React Native. Ça permet d'avoir une stack React, JS, enfin TypeScript en l'occurrence, partout. Et même s'il y a une pénurie de développeurs, je pense que c'est quand même un bon parti pris. Après, il y a aussi des développeurs Vue et des développeurs Angular. Angular, c'est quand même en perte de vitesse, mais Vue, c'est encore pas mal. Donc, ouais. Une force de React, c'est cette partie React Native, effectivement, ouais. Développer des applications mobiles. Une force de React, c'est effectivement React Native. React, c'est d'abord popularisé pour le web, React.js, mais React Native, qui est un peu plus récent, récent, ça fait quand même, je pense, 6-7 ans, un truc comme ça, mais c'est popularisé pour faire des applications natives en React, c'est-à-dire qu'il propose un pont et un ensemble de composants natifs qui sont pilotés via ce pont par la librairie React Native, et donc on peut avoir un bouton, on l'écrit en JavaScript et tout, on le contrôle en JavaScript, mais derrière, c'est vraiment du natif, et donc c'est un look and feel natif, quoi, c'est fluide, si c'est bien fait, parce qu'après, React Native, il y a quand même des petites complexités. Mais c'est quand même vachement pratique. En plus, il y a des frameworks comme Expo qui rajoutent une couche devant React Native, à la manière de Next qui fait un framework tout compris. Expo fait tout un système pour en fait, développer facilement des applis React Native avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, des composants et tout. Moi, j'ai des devs qui ont bloqué, ils sont trop habitués, Angular, Vue, ça ressemble un peu, ouais. Sans fonctionner quand ils arrivent dans React. Ouais. Oui, c'est vrai que des gens qui font du Angular et du Vue sont en panique devant React. C'est vrai que React, c'est un paradigme un peu différent d'Angular. Angular, déjà, c'est un framework tout compris. Angular, vous avez les librairies pour charger des données, vous avez le routage, vous avez tout. React, c'est uniquement une librairie. Et en plus, à la différence d'Angular, c'est du single data binding. Donc, vous contrôlez le sens qui ne se fait pas dans le sens. Juste le contrôle sur ce qui fait dans la page, mais c'est vraiment des mécaniques un peu différentes d'Angular et tout. Le dual data binding, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est dangereux. Mais c'est vrai que les développeurs qui sont habitués vont avoir du mal à s'adapter avec React. C'est une curve un peu steep au début et ensuite stable. Chez Shotgun? Non, chez Shotgun, on recrute des gens qui ont déjà une expérience React, on s'embête pas. Pour l'instant, en tout cas. Si, on va peut-être prendre des juniors quand même. Mais pour l'instant, on est sur une équipe petite et senior, et donc des gens qui ont déjà une expérience. Moi, je me suis formé d'abord dans une boîte et puis aussi en freelance. Enfin, avant d'être chez Shotgun, j'étais freelance pendant 5 ans, et donc que ce soit en perso ou sur des projets, je me suis auto-formé. Ça reste quand même un métier de passionné, donc les gens ils se forment sur le tas. Et puis c'est des technologies récentes. On a des querelles de clocher assez idiotes, toujours. Ouais. Voilà, sur tel framework versus. Il y a toujours, oui, ça c'est un truc de, oui, est-ce qu'il y a des querelles sur les frameworks? Il y a toujours, voilà, il y a des petits. Après, ça devient un peu des blagues. C'est PHP c'est nul, JavaScript c'est pourri. Oui, mais bon. En fait, il faut rester pragmatique avec l'expérience. On se rend compte que le langage n'a finalement peu d'importance. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il répond aux besoins, est-ce qu'il y a des développeurs pour le coder et pour le maintenir, est-ce qu'il est suffisamment populaire pour pas tomber en oubliette si on mise tout dessus. C'est tout. En fait, JavaScript, par exemple, c'est un langage qui a plein de défauts. Quand il est sorti, c'était un truc de bidouille. Il y a des incohérences. Moi, je fais passer des QCM à des gens, je leur mets des pièges, parce qu'en fait, c'est facile, des pièges avec JavaScript. Est-ce que not a number est égal à not a number? Non, enfin bon, bref.
JavaScript, c'est un peu une blague, mais en même temps, ça s'est industrialisé. Et puis en fait, ça a été compensé par tout le tooling autour. On s'est dit, bon, le langage est mauvais, ok, déjà on va l'améliorer via l'organisation ECMA qui fait de l'ECMAScript, qui fait monter en version, qui industrialise en fait le code. Mais autour de ça, on va rajouter TypeScript pour le typage, on va rajouter des toolchains pour builder, faire du linting et tout, pour avoir un truc qui est stable, que quand on génère nos bundles ES5, ça tourne partout, quoi. On va mettre des polyfills, etc. Donc on compense, quoi. Et ouais, c'est paradoxal un peu. Dernière question, à Toulouse, la communauté React, comment on la trouve? La communauté React à Toulouse, c'est une très bonne question. Il y a un petit groupe. Ouais, on est deux. Non. Non, il y a un groupe à Toulouse qui s'appelle React Toulouse. Donc c'est un groupe de passionnés en gros. Alors il y a un Slack qui s'appelle Toulouse Tech. Je pourrais vous le donner à la fin. Toulouse Tech, ça regroupe plein de communautés de tech toulousaines. Et dans Toulouse Tech, il y a React Toulouse, qui est un groupe de gens qui se réunissent de temps en temps pour discuter de React. On fait des mini-talks, un peu comme celui-là, de temps en temps, entre passionnés. Moi, j'en ai donné 2-3 il y a quelques temps. Et voilà, l'idée, c'est de discuter, manger des pizzas, boire des bières. Et puis, surtout, faire du réseau, rencontrer des gens qui se passionnent des mêmes choses, potentiellement recruter. Voilà. Et voilà. Du coup, React Toulouse, ouais. Je vais mettre ça. Toujours en fait JavaScript, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec TypeScript, on a aussi intégré dans React. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de JavaScript? De plus en plus de gens quand même passent à TypeScript. Après, c'est jamais obligatoire, hein, que ce soit sur ces frameworks-là ou d'autres. En général, on a le choix. Et puis de toute façon, un fichier JavaScript est compatible TypeScript. C'est juste du TypeScript sans typage. Ouais. Après, c'est aussi une histoire de legacy. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des codebases existantes qui sont en JavaScript. Donc, ils n'ont pas forcément les moyens de migrer en TypeScript. Il y en a qui le font progressivement. C'est-à-dire que vous pouvez amener TypeScript. Et puis, vous allez avoir petit à petit des fichiers que vous transformez .js en .ts. Et puis, vous rajoutez le typage. Étant donné que TypeScript est compatible, voilà, ça fonctionne. Hein. Mais pour les nouveaux projets, il y a quand même une grosse montée de popularité de TypeScript. Hein. Et c'est une bonne chose, je pense, parce que bon, moi personnellement, je suis convaincu. Oui, mais j'allais dire, voilà, que chacun a son avis, puisque bon, moi j'ai un avis qui est. C'est la raison, en fait, quand beaucoup de gens utilisent TypeScript, Ouais. etc. Et moi, dans ce cas-là, j'ai un avis un peu plus. C'est mon avis. Je n'aime pas particulièrement TypeScript, même si je trouve qu'il y a des choses très bien qui sont amenées par TypeScript et tout. Oui, voilà. Donc, ça dépend. Voilà, on verra si plus tard c'est la norme. Ouais, donc comme il disait, il n'y a pas toujours le même avis, mais Ce que je lis comme article, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités de TypeScript je répète. qui sont après inclus dans JavaScript au fur et à mesure de l'évolution de l'interne. Oui, alors comme vous disiez, TypeScript, il y a des choses qui sont incluses au fur et à mesure. En fait, TypeScript essaie de se caler au maximum sur ECMAScript. Donc quand en fait il y a des choses qui sont en RFC sur ECMAScript, TypeScript prend de l'avance et va ou pas l'intégrer dans TypeScript, mais souvent TypeScript essaie de se caler sur les standards ECMAScript pour des raisons évidentes de compatibilité et puis pour que les développeurs ne soient pas perdus entre du JavaScript moderne et du TypeScript. Le but, c'est d'avoir du JavaScript moderne typé, quoi. Un jour. Puis une fois que ce sera enfin parfait, on sera passé sur un autre langage. Ça sera jamais parfait de toute façon. Sinon, on n'aurait pas de travail. Voilà, donc du coup, comme je le disais, on recrute. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'expérience. On est une petite start-up. Moi j'ai trouvé ça dommage parce que tu n'utilises pas juste pour toi tu connais bien, tu es vraiment en contact des produits, tu vois au jour le jour, je dirais, Ouais. le smartboard et tout, parler un peu du trafic et tout, c'est exactement la stack que tu vois. De parler plus de Shotgun et comme exemple, ouais. Ouais, j'ai pas voulu trop creuser sur notre produit, mais effectivement, Shotgun, c'est une startup qui fait vraiment la part belle à React et à Next. On a plusieurs produits. On a le site public shotgun.live avec les événements qui est en Next. Mais on a aussi le smartboard qui est en fait le panneau d'administration des événements pour les organisateurs, qui est aussi en Next. Bon, voilà, après, il y a des librairies différentes à l'intérieur pour tout ce qui est design system, etc. Mais c'est du Next. Et côté public, côté shotgun.live, on a donc le site et on a aussi l'application mobile en React Native. Et ces deux applications, donc mobile et web, partagent des composants communs. On a un design system, donc avec des composants qui sont multiplateformes.
quand on rajoute, je sais pas, je disais tout à l'heure un bouton, bah, notre bouton il va avoir un style particulier qui est géré dans le design system. Et en fait, ce bouton, on peut le mettre dans React Native ou dans React Web, donc dans notre application native ou dans notre application web. Et ça va marcher dans les deux cas parce qu'on utilise une librairie qui s'appelle Native Base, bon, qui n'est pas du tout parfaite, elle a des problèmes de performance, mais voilà, de toute façon, on a notre design system qui est là, on pourrait le remplacer facilement. Et en gros, ça utilise en arrière-plan React Native Web, qui transforme des composants React Native en web. C'est un peu paradoxal, mais au final, c'est pas mal. Et ça permet d'avoir des trucs multiplateformes, quoi. Voilà. Je regarde le temps, là. Ah oui. Ouais, il me reste 10 minutes, super. Parfait. Bon, si vous avez 10 minutes à tuer, n'hésitez pas. Merci, c'était intéressant. C'est vrai que Avec plaisir. c'est important d'optimiser un site, de savoir les conséquences de ce qu'on développe finalement. Ouais. En fait, moi, mon idée, c'était de ramener du pragmatisme dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de doctrines, et il y a beaucoup de... On va faire ça parce que c'est cool, ouais, mais en fait, il faut se poser des questions très pragmatiquement. Combien ça va nous coûter? Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va avoir les gens pour? Est-ce que tout ça, ça nous apporte quelque chose à notre business, en fait? Parce qu'à la fin du mois, le but, c'est quand même d'avoir un business qui fonctionne, d'avoir des développeurs qui sont épanouis aussi, certes, mais d'avoir un truc qui marche, quoi, et qui peut être maintenu, qui peut évoluer. Donc, voilà. Et au niveau de la plateforme, vous êtes chez qui? Du coup, on est chez Vercel, donc notre plateforme... Ouais, Shotgun, on utilise Vercel, qui est la plateforme de l'entreprise Vercel, qui est l'entreprise qui chapeaute le framework le framework Next.js. Donc Next.js, c'est un framework open source, mais comme beaucoup de frameworks, derrière, il y a une grosse entreprise qui fait la majorité du taf, quoi. De la même manière que React est chapeauté par Facebook, Angular par Google, etc. C'est de l'open source, chacun peut améliorer le truc, mais c'est quand même une grosse entreprise qui prend les rênes, quoi. Du coup, côté back-end, notre archi, c'est du serverless, full serverless. On a donc quand même une base de données en PostgreSQL qui est donc hébergée dans le cloud chez DigitalOcean. Et en fait, comment? Vous êtes plus orienté sauvegarder les états des objets, vous êtes plus vraiment événement partout, jusqu'à aller. On fait pas d'event-driven. Mais on a une base de données PG hébergée, infogérée, etc. Et ensuite, on utilise toute la puissance du serverless de Next, donc les Z-functions, les API, tout ça. Et on a pour ça des API, donc en Next API, qui sont des API qui utilisent GraphQL. Donc on a un ORM derrière qui est type ORM, des résolveurs en GraphQL, enfin des résolveurs Apollo. Et côté client, on consomme tout ça avec GraphQL, Apollo GraphQL client, et voilà. Assez classique au final, mais tout en serverless, et ça a permis du coup de ne pas avoir de gestion de DevOps en fait. Mais pour les problèmes de contention, vous avez beaucoup de monde qui accède. Eh ben on paye. Pour les problèmes de contention, quand il y a des fortes hausses de trafic, tout simplement on paye plus cher, parce que c'est quand même des trucs assez scalables justement grâce au serverless. Après... Alors pour la base de données, oui, c'est vrai qu'on a une seule instance, mais en fait on a un master PG avec plusieurs slaves, et ensuite on a des pools différents, on a plusieurs pools, et donc en fait effectivement il peut y avoir des locks, mais voilà, on a quand même un petit peu d'infogérance à faire de temps en temps. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces locks, même si des fois ça peut arriver. On est quand même là s'il y en a, et effectivement il peut y avoir des problèmes, et c'est pour ça aussi qu'on vient de recruter quelqu'un qui va prendre un peu la main en DevOps sur tout ça, et qui va permettre de scaler et de gérer justement des gros événements où on va potentiellement avoir besoin d'une file d'attente, on va potentiellement avoir une base de données qui prend cher, etc. Et aller vers une approche CQRS CQRS, je ne sais pas ce que c'est CQRS. Alors moi, on va ok. on va se débrouiller pour que les lectures et les écritures soient faites dans deux espaces différents. Alors alors notre base de données, on a un master qui est en écriture et des slaves en lecture. Donc dès qu'on a une requête GraphQL qui ne demande que de la lecture, ça tape sur le slave de lecture. Sinon, c'est sur le master en écriture. Après, la ségrégation, elle n'est pas très granulaire pour l'instant, mais on va améliorer ça. Et moi, je suis pas non plus DBA, donc je suis pas encore expert, mais on a notre sauveur qui arrive bientôt. C'est pas qu'une sphère de DBA. On peut le régler avec une stratégie de base de données, un master
Au niveau applicatif. Ouais. Bah, en fait, au niveau applicatif, nous, on était restreint par notre ORM, qui est Type ORM, qui nous permet justement pas d'être très granulaire. Mais bon, on a quand même réussi à faire des trucs, quoi. Voilà. Mais on a quand même quelques petites bidouilles, quoi, qu'on voudrait améliorer. Mais bon, après, voilà, c'est une startup qui grossit vite. On ne peut pas avoir une architecture parfaite. Hein. Je pense qu'on ne vous entend pas dans l'enregistrement. Donc c'est bon, vous pouvez dire plein de conneries. Ouais, ok. Bah, merci à tous, merci aux gens qui me regardent en live. Je vous envoie mon Insta, non, je rigole. Merci. Pour coworker, on a 2 lieux. On a Nova Melee, qui est notre lieu historique, dynamique et chaleureux. C'est vraiment une ambiance particulière, toute la synergie qui peut facilement être créée entre les locataires, les coworkers et sur la cantine du quai. On a un espace beaucoup plus studieux, calme et lumineux, de grandes fenêtres, de grands espaces, avec de grands bureaux, où là on va pouvoir se concentrer réellement sur ce qu'on a à faire. Chez nous, le coworking, c'est sans chichi. Il suffit de venir sur le lieu, de rencontrer l'équipe qui s'occupe de l'accueil. Elle sera là pour vous faire visiter le lieu, vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir, répondre à vos questions. Et ensuite, il suffira de prendre un forfait de coworking qui va de la demi-journée au mois en illimité. Et toutes les offres sont assez flexibles pour justement s'adapter à votre rythme. Avec le forfait de coworking, vous allez aussi vous retrouver les consommables, comme par exemple le thé et le café en illimité, les impressions qui sont comprises. Ce qui nous démarque le plus, c'est la convivialité. Tout le monde peut discuter avec tout le monde. Il faut savoir aussi que nos 2 lieux sont régis par une association qui s'appelle La Mêlée, qui est un écosystème d'adhérents experts dans le numérique. Ce qui fait qu'on va s'ouvrir à tout un écosystème d'entraide et peut-être de mise en relation.
IMSA, c'est l'informatique de la MSA, une entreprise de plus de 40 ans qui a dans ses gènes la souveraineté, l'excellence technologique avec des ingénieurs sur multiples sites. Notre ambition pour demain, c'est que notre excellence technologique permette des services innovants d'ingénierie sociale sur tout le territoire. En effet, chez IMSA, on a conscience que l'intelligence collective est quelque chose de puissant et c'est sur cette force que l'on s'appuie, à la fois en interne et en externe, pour innover en permanence et se maintenir au meilleur niveau dans un environnement en évolution constante. La force d'IMSA, c'est de mêler à la fois une excellence technologique et de reposer sur des racines et sur ses valeurs. Vous avez besoin de lever des fonds pour financer votre entreprise ? Ou vous avez envie de donner du sens à votre épargne en investissant dans l'économie de votre région ? Découvrez Épargne Occitanie, le portail régional du financement participatif citoyen qui met en relation les entreprises avec celles et ceux qui veulent investir. Avec Épargne Occitanie, vous pouvez soutenir la création d'emplois, l'innovation et la sauvegarde des savoir-faire. Participez à la relance durable de l'économie en Occitanie. Rendez-vous sur épargneoccitanie.fr. Vous êtes entrepreneur en Occitanie ? Vous souhaitez booster votre activité ou encore créer ou reprendre une entreprise en Occitanie ? Rejoignez Hub Entreprendre Occitanie, la plateforme de services en ligne de la région conçue spécialement pour simplifier vos démarches et vous aider à faire de votre projet une réussite. Il vous suffit de créer votre compte sur le Hub Entreprendre et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec un référent qualifié. Suivez ensuite en quelques clics vos demandes de financement sur un espace dédié et sécurisé. hubentreprendre.laregion.fr. Look up from what you're doing, just for a few seconds, and ask yourself, why do we do what we do? What do we believe in? Where are we going? You might say, we make things fly. But it's much more than that. We've always had a pioneering spirit, challenging the status quo, transforming the aerospace industry. Yet the pace of change is increasing, and we need to focus on what's next. It's an exciting future, full of all kinds of possibilities. But only if we focus and align our energy on the problems of today and tomorrow. So we have a common purpose, a bigger picture. A guiding North Star that we can all hold in our hearts, all of the time. Something we can relate to and contribute to with our talents to evolve together. We pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. But what does that mean? We push boundaries to help build a better world for future generations. We help nations defend their strategic interests. We bring the world closer together. Help people unite and progress. This is in our DNA, and tomorrow we will reach new heights. So, take a few seconds and look up. At Airbus, we pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. On vous écoute, Clara, pour le bilan. Oui, c'est prêt. Attends, mais mate-moi ce petit canapé, t'es prêt? Avec la fibre Red, facile d'en profiter à fond. C'est doux, hein? Après, tu peux te mettre comme ça. On n'est pas bien, là? Le plus dur, c'est de s'arrêter. J'adore, je pourrais passer des heures à faire ça. La fibre Red, c'est toujours un max de débit, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Avec un max de gigas dans son forfait Red. Facile d'en profiter à fond.
Ça va avec la petite? Ouais. Ah, le plus dur, c'est de s'arrêter. On s'amuse comme des fous, là. À ma puce. Wouh! Un forfait mobile Red, c'est toujours un max de gigas, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Lorsque l'on regarde le monde, on se dit qu'il y a des choses qui doivent changer. Parce que chez Harmonie Mutuelle, nous sommes convaincus qu'être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Aujourd'hui, dénoncer ne suffit plus. Aujourd'hui, il est urgent de se mobiliser. Nous pouvons inverser le cours des choses en agissant sur les déterminants de santé et en avançant ensemble. Nous battre pour la préservation de notre environnement, pour la qualité de l'eau et de l'air, pour une meilleure alimentation. Construire un monde où l'égalité des chances, le maintien du lien social, l'accès à la santé pour tous et des conditions de travail saines sont des évidences. Aujourd'hui, en devenant une entreprise mutualiste à mission, nous nous engageons pour l'avenir, pour la santé de tous et de chacun. Nous nous engageons à agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. C'est notre raison d'avancer, c'est notre raison d'être. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Une mutuelle fondatrice du groupe Vive.